On est en direct. Bonsoir les mordus, en direct de Québec avec Benoît Raymond, groupe immobilier Acero. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas. Je viens d'apprendre à le connaître. Bienvenue au Mordus immobilier, tranche de vie d'un investisseur immobilier. Merci. Ce soir, on va parler, la thématique, c'est les locaux commerciaux. Quels sont les enjeux? Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous loguer directement sur le live. Ensuite, partagez avec vos... on est en direct. Parfait, je l'ai. On partage avec les amis. Oh, c'est rare, j'ai le son coupé déjà. Yang Torres est déjà là. Parfait, Yang. Donc, on commande, vous dites d'où est-ce qu'on est. Moi, je suis à Québec. Puis, je vais partager sur ma page. Donc, je partage sur ma page. C'est un petit peu long, mais ça vaut la peine. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. On est déjà 10. Publier. C'est fait. J'ai partagé une fois. J'ai la chance d'avoir plusieurs pages, donc je vais le repartager encore une fois, le temps que les gens se loguent. Comment? Non, c'est partagé. On va l'avoir. Ça s'en vient, les amis. Je vous répète, pour ceux qui viennent juste d'embarquer avec nous, ce soir, on parle de locaux commerciaux, donc les bâtiments commerciaux, vraiment important. C'est une belle façon d'avoir des revenus. On a un spécialiste avec nous, donc si vous avez des questions, c'est le même concept que d'habitude. Vous allez poser vos questions directement dans le fil d'actualité, puis on a un spécialiste en commercial. Immobilier commercial qui va venir répondre à vos questions. Donc, journal ami, journal, une page. Donc, il me reste une page à partager, puis on va être prêt. On y va. Donc, ça va vite. On est déjà 20, on a doublé. N'oubliez pas de nous dire d'où vous venez. Yang Torres est à Rigaud. On a Marie-Claude Jean, elle est en feu, elle est au Centre Bell. Je pense qu'elle est à YouTube. Elle est à YouTube? OK. Espèce de chanceuse, tu nous feras des petits bonjours. Marco Guérin de Sherbrooke qui est souvent avec nous. Carl Bessette de Cowansville Beach. Bon, ils ont fait une beach à Cowansville. Je savais même pas que vous aviez un lac à Cowansville. Je répète le thème, déjà 22 personnes. Investir dans les locaux commerciaux, quels sont les enjeux? On est avec Benoît Raymond, en direct de Québec, du groupe Acero, groupe immobilier Acero. Benoît, pour commencer, puis les gens apprennent à te connaître. Moi, je ne te connaissais pas. On a appris à se parler un petit peu, puis à voir c'était quoi ta spécialité. Tu me parlais les bureaux industriels, commerciaux. D'où ça vient, ça, ton parcours en bref? OK. En fait, je suis comptable de formation. OK. Fait que j'ai eu une carrière avant l'immobilier. Dans le fond, je suis devenu intéressé par l'immobilier parce que je suis devenu propriétaire en 2004 d'un premier immeuble commercial. Commercial, OK. Oui, c'était vraiment commercial. Après ça, je suis devenu propriétaire d'un immeuble industriel. Puis dans le fond, de 2004 à 2010, j'étais plus du côté propriétaire. J'étais dans complètement un autre domaine d'activité à cette époque-là. Puis finalement, en 2010, j'ai dû orienter un peu autrement ma carrière, puis j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. Puis ça a été un choix excessivement intéressant pour moi, là, parce que dans le fond, j'ai commencé à développer des projets. Puis j'ai pris ma licence de courtier commercial en 2013. Dans le fond, pour compléter, parce que dans l'immobilier commercial, quand tu es actif dans le domaine, etc., puis que tu commences à connaître des clients, bien, comme courtier, ça devient aussi intéressant de pratiquer puis d'offrir ces services-là à la clientèle. Fait que c'est ça. Fait que ça fait maintenant, je te dirais peut-être une quinzaine d'années là, que donc, je fais une quinzaine d'années, c'est ça ta pratique principale? Absolument. Plus de comptabilité. Non. Ça, c'est le bout de plate, ça. Ouais, mais en même temps, ça a fait une très, très bonne formation. Pourtant, t'as pas un veston brun, tu sais. Ouais, non, j'ai pas de bas brun non plus. Non, puis... c'est bon. C'est bon. Puis pourquoi tu t'es aligné vers une spécialisation vers les locaux commerciaux? Tu sais, on dirait que les gens, c'est plus accessible le résidentiel. Tu sais, on s'attend que dans le résidentiel, tu sais, tout le monde a besoin de se loger. Dans le commercial, ça peut être un petit peu plus déchirant comme choix? Ben, en fait, ça m'intéressait parce que
faut que je dise qu'à la base, dans le fond, c'était le volet construction qui m'intéressait. Puis, dans le fond, de construire des gros bâtiments, construire des tours, etc. Je trouvais ça fascinant. Puis, j'ai été mêlé à différents projets de construction, je te dirais, à partir de 2008, 2009. Puis là, ben, on dirait que le volet commercial s'est avéré plus intéressant. Puis aussi, à cette époque-là, bon, c'était la folie des... Depuis 2007 déjà dans le commercial. Oui, mais j'étais propriétaire à cette époque-là. Okay. J'étais pas vraiment... Pas encore courtier. J'étais pas encore courtier, j'étais pas non plus développeur immobilier, fait que j'en faisais pas vraiment. Sauf que, bon, à cette époque-là, bon, c'était la folie des condos. Ouais. Fait que là, ça allait super bien. Ça allait super bien. Là, tout le monde construisait des condos, tout le monde vendait des condos, monsieur, madame, tout le monde développait des nouveaux projets, puis ça fonctionnait. Mais en même temps, j'ai vu aussi, pendant cette période-là, des projets qui allaient moins bien. J'ai vu aussi la complexité de faire des projets de condos. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben écoute, moi j'aime ça faire des projets industriels, j'aime ça faire des projets commerciaux, de retail, puis aussi de faire des espaces à bureau. Fait que je me suis plus orienté dans ce volet-là. Là. Parfait. Donc, avant de passer à la prochaine section avec les questions, il y a les questions du public aussi qui sont super importantes. Donc, les mordus, si jamais vous avez des questions en ce qui a trait à l'investissement immobilier dans le commercial, les bureaux industriels, le retail. Donc, on a un spécialiste, Benoît Raymond, du groupe immobilier Acero. Donc, super important de poser vos questions si on veut que ça bouge. Ce soir, on n'a pas Calimero, comment je l'appelle d'habitude? Félicino. Donc, habituellement, on a Caroline qui vient nous fider. Étant donné qu'on est à Québec, Caroline avait d'autres activités. Notre super programmeur Yang est là pour nous ce soir. Donc, ça veut dire des questions, c'est Yang qui va faire le transfert entre nous et vous. Donc, gênez-vous pas, il est prêt à recevoir les questions. Donc, quand on investit dans les locaux commerciaux, c'est quoi la différence majeure pour comparer à du résidentiel? T'sais? Dans le résidentiel, c'est simple, tout le monde connaît ça, tout le monde a déjà loué un appartement au moins une fois dans sa vie. Il y a un bail commercial, il y a un bail résidentiel qui est fait par la Régie du logement. Comment ça se passe avec les investisseurs dans le commercial? Bien, dans le commercial, en fait, bon, évidemment, c'est ce qu'on appelle du business to business. Fait que c'est toujours un lien avec une entreprise, dans le fond, qui va être notre locataire. Fait que ça peut être, comme je disais, ça peut être un McDo qui va être notre locataire. Ça peut être aussi un bureau de comptable qui va être notre locataire ou une entreprise manufacturière. Fait que tu as une relation d'affaires qui implique des professionnels, autant au niveau du courtage qu'après ça aussi, il y a souvent des avocats qui sont impliqués dans les contrats, dans des beaux commerciaux. Oui, parce qu'entre les compagnies, souvent, on va dire à notre avocat, je gère ça à ma place. Exactement. Ça devient compliqué un petit peu. Souvent, dans les entreprises, bon, ben, tu as le management de l'entreprise qui va s'occuper, dans le fond, de la gestion de leurs besoins immobiliers, mais ils ont tout le temps un professionnel qui est autour d'eux, qui va effectivement intervenir, soit au niveau du bail, soit aussi au niveau de la construction, quand on développe un projet, etc. Puis plus on fait affaire aussi avec des bannières, par exemple, quand on fait du retail, là, on fait affaire avec des bannières nationales ou des fois internationales. Puis là, bien, en fait, c'est un peu particulier parce que dans ce contexte-là, c'est pas le propriétaire qui impose son bail. Dans le résidentiel, tu as raison, c'est la Régie du logement. Exact. Le bail est obligatoire. Il est là, c'est un formulaire. Dans le contexte du commercial, il n'y a pas un bail qui est pareil. Selon toi, c'est un avantage? C'est un avantage pour le propriétaire parce que... C'est bien négocié. Effectivement. Okay. Fait que c'est un avantage parce que, dans le fond, le propriétaire, il peut décider de faire tantôt, avant le début du live, on parlait, toi et moi, de bail triple net, bail net. Ben, il y a certains propriétaires qui vont travailler sur des bails triple net, puis il y a des propriétaires qui vont travailler sur un bail net. Mais ça, c'est une question de négociation. C'est quoi la différence pour les auditeurs qui ne savent pas? Exact. Dans le fond, un bail triple net, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le fond, on envoie à notre locataire toutes les dépenses du bâtiment. Ça inclut même, à la limite, des dépenses sur ce qu'on appelle, disons, le base building d'un immeuble. Donc, la toiture à coule, la toiture à coule, c'est son problème à lui. Parfait. Tandis que quand on est dans ça, j'en vois qui salive, là. Ils font comme « Oh! » Oui. Ça commence à être intéressant dans ce cas-là. C'est intéressant parce que dans le fond, surtout, on va vous donner un exemple très simple, c'est que, par exemple, d'un matin, moi, j'ai investi dans un immeuble commercial, puis je bâtis ça pour McDonald's. OK? Ouais. Ben, puis McDonald's me signe un bail de 20 ans. Je vais transférer à McDonald's, dans le fond, la charge de l'exploitation du bâtiment. Fait que peu importe ce qui arrive sur le bâtiment, du maintien au niveau des airs climatisés, du chauffage, la toiture, etc., des trous dans le stationnement,
je leur transfère dans le fond. Je coupe pas de gazon, je débouche pas de toilette. Okay? C'est eux qui gèrent l'immeuble. Contrairement à un bail net, okay? Quand c'est un bail net, là, comme propriétaire immobilier, on doit. Les seuls frais qu'on charge, dans le fond, à notre locataire, c'est des frais d'entretien, c'est des frais de maintenance du bâtiment. Okay? Mais si la toiture coule, c'est nous qui en sommes responsables. Donc, responsable base building, responsable Exactement. de donner une coquille. Tout à fait. Le reste s'occupe de tout. Exactement. Fait que ça, c'est un impact qui est assez important parce que quand on a les taxes municipales, ces choses-là? Bien, dans les deux cas, on recharge les taxes municipales au complet. Okay. C'est vraiment la différence est vraiment importante. C'est dans le fond, sur un triple net, tous les dépenses de maintien de l'actif, okay, ou tous les dépenses d'entretien. Il doit rentrer dans ta bâtisse puis te la remettre dans le même état. Exactement. Tout l'usure, c'est lui qui assume. Oui, ou tout problème qu'il y a dans un triple net, c'est le locataire qui l'assume. C'est quand même fantastique. Pensez-y, les mordus, là, votre locataire vous appelle, dit la toilette est bouchée, appelle le plombier, c'est à tes frais. Ça va loin. Moi, j'ai des locataires des fois qui m'appellent pour changer une ampoule. Ouais. C'est assez dérangeant, mettons. Dans les commerciales, ça n'arrive pas. Bon, ben c'est parfait. Fait qu'un gros avantage du commercial, c'est au niveau des baux. On peut négocier de gré à gré puis décider exactement qu'est-ce qui va arriver comme... Oui, mais tantôt, j'allais dire qu'au niveau des grosses bannières, comme propriétaire, tu décides pas de grand-chose. Okay? C'est-à-dire que souvent, ces bannières-là, ils vont t'envoyer un bail. Donc, si tu vas avoir McDo, si tu vas avoir Tim Hortons, si tu vas avoir... Les autres, ils envoient « Voici qu'est-ce qu'on t'offre. » Exactement. Durée de tant de temps. Puis souvent, dans les grandes entreprises, on reçoit le bail, puis c'est une proposition qu'ils te font pour ton local puis, ou ton immeuble, puis c'est à toi de décider si ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas. Mais évidemment, s'il y a un bail de 20 ans avec Jean Coutu ou avec Métro, ben c'est facile d'aller chercher du financement après. C'est pas grand-chose. Tu dis merci. Où c'est que je signe? Oui, exactement. Puis, parlant de financement, est-ce que c'est plus accessible, moins accessible? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi la dynamique? Bien, c'est évident que... SCHL n'a rien à voir là-dedans. Non, pas du tout. Puis effectivement, c'est un point extrêmement important. Dans le commercial versus le résidentiel, il y a une grosse différence en termes de la capacité, ou en fait la capacité de financer, et surtout sur les mises de fonds qu'on doit faire. Okay. Fait que dans le commercial, il n'est pas rare de se rendre jusqu'à 30 de mise de fonds. OK. Puis versus, par exemple, le résidentiel, où là... avec la SCHL, c'est seulement 15 exactement. Puis en conventionnel, 25 Fait que tu peux te rendre jusqu'à 30 Évidemment, plus la force de ton locataire est importante... Donc là, on appelle ça des locataires AAA. AAA. Exemple, si tu signes un bail avec la Banque nationale, bien, on s'entend que tu es capable quand même d'aller financer ton bâtiment de façon très importante. Puis là, est-ce que je vais la financer avec Banque nationale ou je vais la financer avec le CIBC? Écoute, ça fait drôle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est deux départements complètement différents. Tout à fait. Puis souvent, dans ces grandes entreprises-là, ils ne se parlent même pas. OK. Je veux dire, tu as un intérêt des fois à solliciter, mettons, le même client dans le cas d'une banque. Oh, ouais. Vous êtes mon propre locataire, vous le savez, je vous feuillez. Tout à fait. Mais la réalité, c'est que, dans le fond, comme propriétaire immobilier, tu décides avec qui tu travailles. Puis comme créancier, son premier droit de regard, c'est de saisir les revenus. Se saisir les revenus à lui-même, c'est quand même assez intéressant. Ça pourrait être intéressant, effectivement. C'est un gage de bonne créance. Et puis, quand arrive le temps là, de... Moi, si j'ai besoin de locataires, ben, je sais qu'au 1er juillet, il y a une grosse demande de locataires dans le multirésidentiel. Donc, les mois avant, ben, je vais faire de la mise en marché dans les journaux, dans ces choses-là. Mais le commercial, je fais comment pour trouver le commercial industriel? Les trois doivent être un petit peu différents. Commercial, industriel, retail. Il doit y avoir des façons différentes d'aller chercher des locataires potentiels. Effectivement. Ou en tout cas, des bons locataires potentiels. Bien, il y a, je dirais, comment je pourrais dire ça? Bon, évidemment, il y a toujours la fameuse pancarte là, qu'on va mettre à l'extérieur du bâtiment, puis que les gens vont voir, puis qu'ils vont voir que le local est alloué ou quelque chose qui est disponible. Ça, généralement, ça va amener du client bien ordinaire qui ne t'aidera pas dans ton financement. Beaucoup de téléphones, beaucoup de déplacements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la visiter. Le gars qui va ouvrir son restaurant, qui va appeler ça Joe la croûte farcie. Il y en a 50, 60. Là. Ouais. Moi, souvent, quand j'agis comme courtier justement dans une location commerciale, c'est souvent un mandat que je trouve très difficile parce que, justement, il va y avoir un client sur 10 qui est sérieux. Puis le 9 clients sur 10, c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas des entreprises qui sont sérieuses, mais c'est pas des entreprises nécessairement qui sont capables... Tu veux référer à ton client. Exactement. Fait que ça, c'est un enjeu qui est important, mais dans le fond, le démarchage... Le marché du commercial se passe beaucoup avec des courtiers. Okay?
Fait que, il y a beaucoup de clients qui sont représentés par des courtiers commerciaux. OK? À Montréal, je vais vous donner un exemple. Dans le marché du bureau à Montréal, un client sur 2 est représenté par un courtier. Fait que donc, le client qui cherche un bureau à Montréal va aller voir un courtier, va dire « Trouve-moi des bureaux. » Exactement. OK? Parce que ce qui est important, c'est ça, on appelle ça de la représentation de locataires. Puis souvent, dans des marchés comme Montréal, ben là, tu as une entreprise, il y a tellement de locaux disponibles. Fait que tu fais affaire avec un courtier commercial qui va te représenter. Puis là, le courtier commercial, lui, il va faire une liste de tous tes besoins, etc. Puis il va aller sur le marché. Puis souvent, c'est un courtier qui connaît bien un secteur précis. Un certain secteur, oui. c'est ça. Tu sais, à Montréal, moi, je connais, exemple, des courtiers qui par exemple, actuellement, c'est la mode Griffintown. Tout le monde est à Griffintown, tout le monde va aller là, etc. Style de vie. Style de vie, il y a une proximité, et tout ça, il y a des commerces. Fait que là, ben, il y a des courtiers de Montréal qui font du bureau puis qui sont spécialisés dans Griffintown ou dans le Vieux-Montréal. OK? Puis il y en a d'autres qui font plus, mettons, le secteur centre de Montréal. À Québec, c'est un marché qui est beaucoup plus petit. Fait que les courtiers, en général, qui sont à Québec, les courtiers commerciaux, c'est des courtiers qui font Québec, ils font la Rive-Sud, etc. Fait que, mais souvent, c'est nous. Puis nous, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. Là. Quand on a un client qui, dans le fond, nous dit, écoute, représente-moi, trouve-moi un local, je voudrais aller dans tel secteur de la ville. Bien, moi, ici à Québec, je connais la majorité des propriétaires immobiliers. Et les propriétaires immobiliers, dans le fond, leur mise en marché, ils la font à 2 niveaux. Ils la font évidemment sur leur site web. Dans certains, il y en a certains qui utilisent, exemple, Kijiji ou d'autres sites spécialisés, dans le fond, pour mettre en valeur, dans le fond, le local qu'ils ont alloué. Mais aussi, ce qu'ils font de façon très fréquente, c'est qu'ils mettent leur inventaire à jour avec les courtiers. OK. Fait que nous, on est tout le temps au courant de qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Puis les propriétaires, ils nous envoient, dans le fond, des disponibilités, etc. Puis on est capable de placer, dans le fond, des clients selon les disponibilités que les propriétaires ont. Combien ça coûte faire placer les clients comme ça? Moi, en tant qu'investisseur immobilier, j'achète un immeuble. Je dois m'attendre à payer quoi parce que on s'entend, c'est un petit peu plus compliqué que de trouver un locataire, parce qu'avec le locataire résidentiel, j'ai un bail de la régie, il n'y a pas de négociation. Je pense qu'en tant qu'investisseur, j'opterais pour un courtier pour me trouver des clients. Qu'est-ce que ça va me coûter comme frais entre les deux? Bien, il y a 2 façons de le voir. C'est que tu peux, comme propriétaire, engager un courtier pour louer, comme si tu faisais, dans le fond, de la vente d'une maison ou peu importe. Loue mon local. Loue mon local. Ça, c'est une façon de faire. Ou de clients. l'afficher puis d'appeler les courtiers puis de dire, regardez, j'ai ça disponible. Puis là, les courtiers qui ont des clients, dans le fond, qui sont sous mandat de représentation, bien là, ils vont l'offrir à leurs clients. Okay. Puis qu'est-ce que ça coûte, dans le fond? C'est le bailleur, de toute façon, le propriétaire qui va toujours payer, dans le fond, la commission de courtage. Un peu comme le vendeur. Exactement. C'est jamais le client qui va être locataire, ultimement, qui va le payer. Puis, dans le fond, la règle standard, c'est qu'on charge comme courtier, comme en représentation, on va charger 5 % du loyer pour les 3 premières années, puis 2,5 dans le fond pour les années subséquentes au bail. Fait que si on signait 5 ans, on va avoir 3 ans à 5 %, 2 ans à 2,5 %. Puis si on signe 10 ans, on a 2,5 pendant 7 ans. Bon, c'est quand même intéressant. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas trop cher pour l'investisseur, puis en même temps, c'est intéressant pour le courtier. Bien, ça facilite le travail pour tout le monde. Puis le client aussi qui est locataire, il a un gros avantage, c'est que lui, il fait affaire premièrement avec un professionnel qui connaît très très bien le marché, puis qui connaît les taux aussi de tout l'environnement. Fait que moi, donc le courtier va te permettre de louer à juste prix si tu es le locataire. Tout à fait. Puis au propriétaire, bien, justement aussi de louer à juste prix si tu es propriétaire, puis tu ne sais pas exactement. Bien, d'avoir l'opportunité, en fait, de rapidement saisir l'opportunité du client qui est là. Parfait. Tu sais, je me prends des notes, mais je n'avais pas vu la prochaine question. Le taux de vacances, ça ressemble à quoi? Tu sais, dans le résidentiel, là, on appelle la SCHL, ils vont normaliser à 5 %. Un bon gestionnaire va ramener ça à 3 % vacances, mauvaise créance. Dans le commercial, là, on calcule ça comment? Bien, c'est les mêmes principes. C'est des pourcentages, évidemment, d'espaces qui sont disponibles dans certains secteurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que, je vous donne un exemple de Québec, parce que je connais très très bien le marché de Québec. Puis je vais prendre, par exemple, on va parler du secteur industriel. Le secteur industriel, dans la grande région de Québec,
Si on regarde le centre de Québec, actuellement, les taux d'occupation sont à 98-97 OK, il y a, très bon, il y a presque rien de disponible. OK? Mm-hmm. Si on s'en va sur la rive sud, bon, on passe peut-être à 95 d'occupation. Mais c'est quand même encore très bon, excellent. là. C'est excellent. Là, après ça, on sort de la ville. Puis là, exemple, Un petit peu plus en région rurale. je vous donne un exemple. Actuellement, il y a beaucoup de développement qui va se faire à Saint-Augustin, OK, en industriel. Ouais. C'est parce qu'il n'y a plus rien disponible dans le centre. OK. OK? Fait que là, Donc on là, crée des nouveaux Saint-Augustin, marchés. il y a un peu plus de vacances, mais là, les gens commencent à dire, ben, c'est un Tranquillement, petit peu pas moins vite, ça cher, va c'est un là. petit peu plus loin, mais Exact. tant qu'à chercher puis payer cher au centre-ville. Mais si on revient, mettons, à exemple, dans le secteur du bureau, là, le bureau, c'est très différent. Le bureau, il y a des secteurs de la ville qui sont très des forts taux d'occupation, puis des secteurs de la ville qu'actuellement, il y a des vacances de 10 puis 15 là. OK. Là, OK. 10-15 ça commence à être haut comme taux de vacances. Ça commence à être haut, puis que les propriétaires sont très agressifs. On a des conditions, exemple, de location qu'on n'a jamais vues dans le marché. Fait que Évidemment, il est vide, là, mais c'est quoi la façon de louer rapidement? Mhm. Ben, il n'y a pas de secret. Tu sais, en fait, dans le commercial, c'est vraiment, tu sais, on vous le dit tout le temps dans le résidentiel, mais ça demeure tout le temps la même affaire. Tu sais, location. Exact. Ça reste tout le temps ça. Fait que, il y a des immeubles qui vont être, disons, là, à louer beaucoup plus longtemps que d'autres parce qu'ils ne possèdent pas une situation géographique. Ça prend des avantages, des services supplémentaires, Oui, ça prend des avantages. Puis des fois, il y a des propriétaires aussi qui vont, par exemple, pas avoir de réflexe par rapport... Tu sais, je vais vous donner un exemple assez simple. Il y a un propriétaire, pendant quelques années, il y avait des locaux qui étaient disponibles à louer. Il avait toujours loué à des commerces de détail. Puis moi, je lui disais, écoutez, je pense que dans le contexte actuel du marché, on ne sera pas capable d'aller chercher des locataires commerciaux de retail. Mais avez-vous déjà pensé à faire des bureaux, par exemple, dans votre local? Puis là, il me dit, écoute, j'avais pas pensé à ça. Bien, dans votre zonage, vous avez le droit de le faire. Puis là, tout d'un coup, on a commencé à faire de la publicité de son local pour louer en bureau. Puis c'est ça qu'on a loué assez rapidement. Fait que ça, c'est une façon, des fois, il faut être créatif dans le commercial. Surtout quand on n'a pas le site extraordinaire, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'immeuble, comment on peut le transformer, etc. Puis aller chercher la bonne personne pour... Il y a ça. Tu peux les attirer, mais tu peux aussi aller les chercher et leur offrir de quoi de particulier. Il y a ça, puis il y a aussi une question aussi d'attractivité. Si ton bâtiment, ça fait 20 ans que tu n'as pas mis d'argent sur ta façade extérieure, ça va peut-être être plus tough. Là, tu sais. Ouais. Donc, c'est semblable au résidentiel, mais avec des formules commerciales. Exact. Parfait. Je vais faire 2-3 petites annonces, le temps qu'on ait d'autres questions. Il y a JF Tremblay, donc notre super JF Tremblay, un personnage très connu du monde du flip immobilier, qui offre un code promo, vous allez voir dans le caption, Mordu 2018, pour assister gratuitement demain à l'ouverture de la terrasse Canal de la Chine. Donc, Immopreneurs vont faire une soirée demain. C'est gratuit pour ceux qui vont taper le code Mordu avec un S 2018. Donc, super important. Je vais faire un petit retour aussi sur... on a des soirées spéciales sur la terrasse des Mordus durant les prochains lives. Mercredi prochain, justement, c'est JF Tremblay. 2 semaines plus tard, on a Guy Baillargeon qui vient nous parler du cannabis, les effets que ça va avoir sur la location une fois que ça va être rendu légal. Puis la semaine d'après, on a un petit peu plus de côté motivation avec Ray Junior Courtemanche qui va venir nous parler de son parcours en immobilier. Donc, les 3 soirées, on a une belle terrasse sur le toit du Libertas à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Les gens qui aiment participer à ça, sur le groupe, il y a des événements qui sont créés. Allez acheter vos billets sur Eventbrite. Le soir avec Guy Baillargeon, on va avoir une dégustation de scotch. Donc, c'est boisson à volonté, bouchée à volonté. Donc, on a organisé des belles soirées VIP, 40 personnes maximum. Dépêchez-vous, allez chercher vos billets. Il n'y en aura pas beaucoup, puis personne ne va pouvoir rentrer à la porte. Là. Le service d'incendie va nous empêcher d'avoir plus de gens que ça. Il faut faire attention, il faut réserver rapidement. Il y a même un package qui permet de participer aux 3 soirées et d'avoir un spécial. Il y a aussi la soirée Impact de Montréal. T'aimes-tu le soccer? Ben oui. Moi, je tripe sur le soccer. J'aimais pas le soccer. Puis à un moment donné, je me suis fait inviter à une soirée réseautage. Ils m'ont dit c'est au stade Saputo. Je dis ils font ça, puis tu sais, ils utilisent les salles, ils maximisent le terrain. Ben non, c'était pendant un match. Il y a des belles terrasses aménagées exprès avec des toits. Fait que s'il
S'il Il pleut, s'il pleut, il n'y a aucun problème. Service de casse-croûte, service de bar. Fait qu'on va se ramasser 80 mordus. On a Patrice Ménard Multilogement que tu dois connaître. Oui. Patrice Ménard va être là avec toute son équipe pour répondre aux questions des gens. Donc, profitez-en. Le 30 juin, c'est un samedi. Il rouvre les portes une heure plus tôt pour nous. Fait qu'on va pouvoir se rendre là. Puis à la fin du match, on peut aller sur le terrain, on va avoir une photo de groupe directement sur le terrain de l'Impact. Ouais, on va essayer d'avoir un joueur ou deux avec nous, là. C'est de beaux événements. Question suivante. Est-ce que, pour ce qui est des revenus, là, on a plus d'équité à la base. Est-ce que ça nous donne plus de revenus sur le calcul de valeur économique, ces choses-là? Est-ce que ça ressemble à un calcul de valeur économique comme dans le résidentiel? Ça ressemble, évidemment, mais sauf que compte tenu que du fait qu'on doit mettre plus d'investissement, plus de mise de fonds dans le fond dans notre financement, bien évidemment, on peut générer quand même du cash flow qui est plus important que quand on est dans le résidentiel. Fait que ça, c'est un élément qui est un peu différent peut-être que dans le résidentiel. Oui, on est capable, à mon avis, dans l'immobilier commercial, de générer plus de cash flow, mais en même temps, on a des risques d'avoir des vacances qui peuvent être plus longues. Il faut être prêt à supporter un petit peu plus longtemps ça, un local vide. Moi, je ne conseillerais pas à un investisseur d'embarquer dans l'immobilier commercial sans avoir certainement une base financière. Un bilan solide. Assez solide, là, parce que on peut avoir des années difficiles. Puis en même temps, on peut avoir des années extraordinaires. Donc, ça ne serait peut-être pas le premier investissement pour un débutant. Un débutant qui n'a pas de cash flow, souvent des gens là, qui ont des bons emplois, font des bons revenus, mais quand même, ça leur permet d'avoir une belle vie puis de mettre de l'argent de côté. Mais à un moment donné, s'ils sont obligés de supporter un immeuble vide pendant une couple de mois, voire un an ou deux, parce que l'économie ne permet pas de stabiliser l'immeuble. En fait, ce qui est important d'un point de vue investisseur, c'est vraiment une question d'opportunité. Fait que je ne dirais pas à quelqu'un qui ne commence pas par l'immobilier commercial, mais si, exemple, tu as une opportunité que tu as, par exemple, des locataires AAA dans une bâtisse qui t'est offerte, puis que tu la payes avec un rendement de capitalisation qui est intéressant, ben pourquoi pas? T'sais, c'est pas une question de... Ça va quand même prendre de la valeur dans le temps. Ça prend de la valeur. Tu sais, dans l'immobilier, dans le fond, tu as ton rendement de cash flow sur ton bail, tu as ton rendement d'équité parce que tu payes ta dette, puis tu as ton rendement de plus-value. Fait que faut que tu regardes tous ces éléments-là, puis... Il y a quelqu'un, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, il y a toujours quelqu'un qui me dit ton achat ou ton profit, tu le fais à l'achat. Ouais. Okay? C'est pareil en résidentiel. Ça ressemble à Jacques Lépine, ça. Oui, mais c'est la vraie C'est la même chose. Dans la vraie vie, il faut que tu fasses un profit à l'achat quand tu fais un achat. Fait quand tu as une opportunité qui est intéressante, puis il y en a autant dans le résidentiel, à mon avis, que dans le commercial. Dans le commercial, puis ça, c'est un petit secret que je vous dis, là, je pense, ça, c'est le truc, il y a une pièce écart de la soirée. Il y a moins de compétition dans le commercial que dans le résidentiel. Tout à fait vrai. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et surtout que... Donc, tu as plus de temps pour faire ton offre d'achat, pour négocier. Tu sais, dans le résidentiel, tu en as 5 en arrière de toi qui sont tous « tasse-toi, je vais le prendre puis je suis prêt à faire de la surenchère. » Quand tu as une bonne offre d'achat, tu dois te dépêcher de compléter. Dans le commercial, c'est moins le cas, tu trouves. Absolument, parce que dans le commercial, je vous donne un exemple, il y a peut-être 3 types de propriétaires dans le commercial. Tu as des fonds d'investissement ou de l'institutionnel, dans le fond, qui achètent du commercial. Tu as après ça un groupe privé qui vont acheter du commercial dans différentes régions, qui sont quand même des gros groupes importants. Puis après ça, tu as des propriétaires privés uniques qui, par investissement, ils ont acheté, des fois, ça peut aller jusqu'à 5-10 immeubles, mais c'est pas des gros groupes organisés. Okay? Fait que quand il y a quelque chose qui est disponible sur le marché, c'est pas rare que tu vas avoir peut-être 1 ou 2 acheteurs d'intéressés versus le résidentiel. Moi, j'ai fait une seule transaction dans le résidentiel multi, c'était un 12 logements. Puis quand j'ai mis ça en marche, puis que j'ai commencé le mandat, je pense que j'ai eu 40-50 appels très rapidement. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se déclarent professionnels de l'immobilier puis qui appellent pour avoir des informations. Puis finalement, c'est... Mais il y a eu quand même 7 offres. 7 offres, OK. Sur un 12 logements. Fait que là, je me disais, mon Dieu, il y a de l'action. Là. Ça va c'est un marché compétitif. Ouais. Dans le commercial... Tu mets ça, puis ça peut prendre une semaine ou deux avant que quelqu'un te rappelle. Puis... Ça peut être plus long. Okay. Fait que, parce que, justement... Les acheteurs de résidentiel ou les investisseurs immobiliers sont moins familiers avec ça, fait qu'ils ne regardent pas ça de façon aussi proactive que le résidentiel. Mais je pense que le calcul de valeur économique est un petit peu plus difficile aussi à saisir. Bien,
ça marche. Tantôt, on parlait de taux de cap, là, puis de cap rate. Là, c'est vraiment là-dessus que, dans le fond, il va y avoir des bases d'investissement. On parlait que dans le résidentiel, bon, ça s'achète peut-être à 5, à 6, quelque chose comme ça. Ça va être les mêmes principes qui s'appliquent dans l'immobilier commercial. Okay. Mais l'immobilier commercial, c'est vraiment un thinking de ta valeur future du bâtiment. Quel genre de locataire que tu as, c'est quoi la durée de ton bail, la mise de fonds que tu dois faire au départ. Parce que, je le répète, mais selon la qualité de ton locataire, c'est ça qui va faire en sorte que c'est quoi le ratio de financement que tu vas avoir. Puis aussi ta qualité de ton bilan personnel. C'est ouais. Ou l'entreprise que tu as qui investit. Donc, c'est un peu comme dans le multilocatif 6 logements et plus, 5 logements et plus, c'est-à-dire que ça prend une bonne cote de crédit, mais c'est pas toi personnellement qui va supporter les revenus et dépenses de l'immeuble. Non. Tu achètes un 4 logements, la banque va dire ben, est-ce que tu es capable de faire le paiement avec ton salaire? Exact. Donc, c'est la même chose dans le commercial. Même calcul de valeur économique au même principe, avec quelques paramètres un petit peu différents. Exact. Parfait. Les mises de fonds, on l'a dit tantôt, sont un petit peu plus hauts. Mm-hmm. Est-ce que ça permet d'avoir des rendements un petit peu plus élevés? Le retour sur investissement, est-ce qu'il est un petit peu plus haut dans le résidentiel? Je dirais que oui. Parce qu'il est risqué un petit peu plus. Parce qu'il est un petit peu plus risqué. Okay. Mais en même temps, ça dépend de quel type d'investissement, c'est quoi le type de bâtiment. Exactement. Tu as Couche-Tard, Banque Nationale, puis Subway comme locataire, c'est quand même des bons locataires. Là. C'est des bons locataires, mais en même temps, c'est des locataires très aguerris par rapport au marché, par rapport à ce qu'ils vont payer. Eux, tu n'arriveras peut-être pas à les... Fait que, tu ne seras peut-être pas capable de les convaincre. Ça dépend de ton site. Je vais vous donner un exemple bien simple. Il y a des Tim Hortons au Québec qui ont des baux... je vais dire, exemple, à 15$ net. Mm-hmm. OK? Puis il y a des Tim Hortons au Québec qui ont des baux à 40$ net. OK. OK, du pied carré. Juste pour la localisation. Voilà. OK? Fait que c'est pas par rapport à l'entreprise que tu as, c'est vraiment l'entreprise que tu as, la solidité financière de l'entreprise que tu vas avoir comme locataire, mais aussi qu'est-ce que l'entreprise que tu as comme locataire va être capable de générer comme profit. Mm-hmm. OK? Ou ça peut être aussi des fois dans l'espace bureau. Tu sais, il y a des adresses de prestige dans le bureau. OK? Il y a aussi de la convivialité dans le bureau, c'est-à-dire, exemple, des transports en commun. Oui, ça permet à tes employés de se sentir bien autour des bons restaurants, des services, du service. Ça a un impact sur ta capacité de demander un prix plus cher. Mm-hmm. OK? Parce que, tu sais, je vous donne un exemple. Dans le secteur de Québec, le secteur de Bourgneuf a attiré beaucoup de bureaux dans les dernières années. Pourquoi? C'est que les gens qui étaient, mettons, en Haute-Ville, les employés payaient des stationnements, il y avait une difficulté d'accès, le trafic, etc. Ils s'en vont dans le Bourgneuf. Là, ils ont des stationnements gratuits. Okay? Ce qui amène, dans le fond, les employés à avoir un mieux vivre dans leur espace de travail. Exactement. Puis là, ils trouvent ça intéressant. Puis, en même temps, ils ont des restaurants à proximité. Fait que tranquillement, pas vite, le Bourgneuf à Québec, il y a 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de bureaux, tout, il n'y a rien. Là aujourd'hui. Ça a développé tout le long. On exact. 7 km de bureaux en ligne. Là. Exact. Fait que, ça, c'est un impact important. Là, on arrive de là, justement. On était, je ne sais pas si tu connais la passerelle. Oui, 5 à 7 des mordus étaient là tantôt. 8-15, 8-25. Oui, on avait une belle gang dans Tourelle de la passerelle. Je veux saluer Emmanuel, qui était notre serveuse attitrée. Super gentille. Juste en passant, les mordus qui étaient là, on s'en va manger au restaurant La Bête. Donc, après le live, je m'en vais les rejoindre là-bas. Fait que si jamais il y a des mordus dans le coin de La Bête, c'est sur Laurier. Sur le Val-Laurier. Donc, on s'en va là-bas, toute la gang des mordus du 5 à 7. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir nous rejoindre. Question supplémentaire. Quelle est la meilleure façon de trouver la mise de fonds pour un achat commercial si on trouve une belle opportunité? Donc, on dit souvent dans le résidentiel, où je suis un petit peu plus aguerri, que c'était vraiment une super bonne opportunité. Ça va être facile de trouver la mise de fonds. Soit tu vas trouver des partenaires, balance de vente, il y a toutes sortes de façons. Est-ce qu'on est capable d'être créatif aussi dans le commercial? Est-ce que c'est aussi facile que dans le multirésidentiel d'être créatif au niveau des mises de fonds? Ou les banques te demandent 3 mois de compte de banque? Puis, c'est plus difficile, je vais être honnête avec vous, là, d'avoir. Oui, tu peux avoir toujours des partenaires qui sont prêts à embarquer avec toi, puis disons, être actionnaire, j'appelle ça des investisseurs passifs. Passifs, oui. Okay, silencieux, passifs. Ouais. Ils mettent l'argent, ils ont un rendement, etc. Ils sont contents. Puis ils sont contents, dans le fond, de progresser avec ça. Mais au niveau exemple, là, on voit souvent ça dans le résidentiel, des balances de prix de vente, des choses comme ça.
dans le commercial, c'est beaucoup Ah plus oui, dur. j'aurais pensé que ça aurait été encore mieux. C'est beaucoup plus dur parce que souvent, ça dépend toujours aussi en même temps. Si tu as un produit qui est très dur, ben, le vendeur, il va vouloir te faire une balance de prix de vente. Tu sais, c'est normal. Exact, parce que sa gestion est plus difficile. Ben, c'est ça. Il y a plus de difficultés à avoir de locataires, il y a plus de difficultés à avoir, etc. Fait qu'il va te permettre peut-être de faire ce type de financement-là. Mais si tu as un édifice, un immeuble, dans le fond, qui est... Prime spot, toujours 100% loué, tu fais comme, il va y avoir un acheteur qui va m'acheter 100%. Le vendeur, il va vouloir se clairer de ça, puis pas supporter une balance de prix de vente. Fait que, on voit ça plus, par exemple, dans le terrain. Tu vas avoir des terrains, par exemple, à faire du développement commercial, où tu peux pas faire du résidentiel. Ouais. Que là, des fois, le vendeur va dire, ben garde... Je vais te donner la chance de supporter moins lourd un petit peu le terrain. Exact. Le temps que tu développes le potentiel à ma place, parce que ça ne me tente pas de le faire. Exactement. Parfait. J'aurais pensé que ça aurait été l'inverse, mais tu as raison, tu sais, si l'immeuble est bien loué, puis il n'y a pas de raison pour ça. Parfait. Donc, on n'oublie pas les mordus. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Tantôt, on a peut-être répondu un petit peu. Investisseur expérimenté ou débutant. Débutant, il est mieux d'avoir un solide bilan. S'il est plus expérimenté, ben là, en principe, il aura un meilleur bilan puis il pourra supporter un petit peu plus. C'est sûr. Ouais. C'est sûr parce que dans le fond, je ne m'embarquerais pas demain matin dans l'immobilier commercial sans avoir quand même une certaine solidité financière. Puis être capable de supporter aussi. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu réfléchisses à ça. Tu achètes un immeuble commercial. Puis là, tu regardes, par exemple, la durée de tes baux, parce que, tu sais, les baux, tu peux en avoir de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20, même il y a des baux jusqu'à 20 ans. Mais là, tu te dis, bon, si, exemple, je perds tel locataire, bien, pendant la période que je ne l'ai pas, puis ça va peut-être prendre des fois 1 an, 2 ans avant de louer le local. 3 ans vide, là. Exactement. Fait que là, est-ce que je suis capable de supporter ou je suis capable aussi de ne pas faire de rendement, tu sais, sur cette portion-là? Fait que ça, c'est des éléments qui sont hyper importants à réfléchir avant de commencer. Là, il y a un adage dans le multi-résidentiel qui dit « Mieux vaut avoir un logement vide que mal loué ». Est-ce que c'est le même principe dans le commercial ou on voit un petit peu moins ça parce que c'est des gens d'affaires? C'est différent. En fait, il y a eu un moment donné, je vous donne un exemple, des immeubles qui se sont remplis de ce qu'on appelle des start-up d'entreprises, là, dans le fond, des gens qui partent des nouvelles business. Fait que, il y a certains propriétaires d'immeubles qui ne voulaient pas de start-up. Fait que, ils se disaient start-up égale, ça se peut que ça plante, ils n'ont pas de réputation. Fait que, oui, tu sais, à un moment donné, tu dis, je vais-tu louer un start-up, mais c'est une question de timing, là, tu sais, je veux dire. Puis aujourd'hui, les startups, souvent, quand il y a des gens qui démarrent en entreprise, qui sont rendus à un local commercial, généralement, ils sont un petit peu mieux structurés. Puis ils sont rendus à 2, puis 3, puis 4 employés. Fait que théoriquement, ben, si tu es capable de faire ton payroll, tu es capable aussi de payer un peu ton loyer. Là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que ça a changé un peu. Il y a moins de mauvaises expériences, je te dirais, dans ce domaine-là. Et en même temps, ça peut s'appliquer, tu disais tantôt, un logement pas bien loué, tu es tout semaine de l'avoir pas loué du tout, puis de garder l'opportunité de le louer. Ça s'applique aussi dans le commercial, mais je te dirais que certains propriétaires vont prendre plus de chance parce que, tu sais, tu l'as ton local, il est là, il est disponible. Si tu n'as pas à investir pour le relouer, ben pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Là, tantôt, tu me parlais de 3 grandes catégories. Industriel, retail, puis les bureaux. Exact. Est-ce que ça suit la même courbe? Tu sais, quand l'économie monte, descend, est-ce que les 3 sont égales ou il y en a qui restent tout le temps forts? Je dirais que l'industriel, ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on a souvent entendu dans les dernières années que peut-être l'industrie, le manufacturier puis l'industriel était plus dur comme entreprise. Mais du point de vue immobilier, au niveau industriel, quand tu as un bâtiment qui a une structure qui est disons, intéressante, puis quand je dis structure intéressante, à Québec, là, il y a beaucoup d'immeubles industriels qui ont été bâtis avec des plafonds très bas. OK? Ça, c'est pas des bonnes positions parce que c'est pas avec un livre, tu peux pas stocker. Ton usage secondaire, il va être plus difficile. Ouais. Mais moi, demain matin, moi, je suis propriétaire moi-même de certains immeubles. Puis un immeuble de 24 pieds de hauteur de Clarence à Québec ou à Montréal,
j'ai aucun stress pour les 30 prochaines années. C'est sûr, parce qu'on peut faire toutes sortes de choses. Je vais louer, c'est sûr et certain. Le marché sera toujours quand même très, très bon. Fait que moi, je dirais que l'industriel, c'est un marché très, très stable. Le retail, là, on vit un grand changement actuellement. C'est-à-dire que, bon, on vit ça depuis quelques années. Là, les ventes Internet font ça. Les magasins, tranquillement, pas vite, ils réduisent leur pied carré, ils se posent plein de questions, puis tout d'un coup, les propriétaires, surtout les propriétaires de centres d'achat ou des strip malls, ils se retrouvent avec des locaux vacants. Là, on vient de vivre l'époque. J'allais tantôt au Galerie de la Capitale, là, puis il y en a beaucoup. C'est incroyable. J'étais ça, voyons donc comment il peut y avoir autant de locales vides dans un... Dans le fond, ils savent ce qu'ils font, eux autres. Là. Tout à fait. Fait que moi, je pense que, tu sais, actuellement, là, le retail, pour les 5-10 prochaines années, ça va être très difficile, OK, au niveau d'être propriétaire immobilier. Il va falloir avoir des sites ou en fait des immeubles qui sont prime location, puis avoir aussi peut-être des endroits où que tu es plus dans du service de proximité. C'est-à-dire, tu sais, le Tim Hortons, le Subway, etc., qui sont tes locataires. Donc, avoir un petit secteur qui est commercial en plein centre d'un beau secteur résidentiel pour Tim Hortons, dépanneurs, nettoyeurs, tout ce qui est des services qui ont ça, c'est parfait. Utilité courante. Mais être sur une strip commerciale, pas une strip, mais une rue commerciale, tu sais, à Montréal, bon, on pourrait parler de Sainte-Catherine, là, mais tu sais, il y en a plein, là, à Québec, il y en a un paquet, là, qu'on pourrait parler, puis d'être sur ces strips-là, des rues où il y en a partout, du retail, OK? Bien, le retail des autres t'attire de la clientèle par la vente. Oui, mais en même temps, ça va être plus difficile, parce que là, il y en a tranquillement, il y en a plusieurs qui vont sortir de ces endroits-là, là. OK, ça va se vider tranquillement pas vite. Moi, actuellement, dans le retail, je préférerais être dans une banlieue, OK, comme investisseur immobilier, que d'être dans des centres où j'ai beaucoup de compétition. Parce que c'est plus vrai que les gens partent des banlieues pour venir. C'est le retail qui s'expatrie des banlieues. Absolument. OK. Fait que ça, c'est un concept qu'il ne faut pas oublier dans le retail. Puis, au niveau du bureau, ben là, le bureau, là, on vit une période actuellement, puis c'est normal, c'est correct, c'est l'évolution. Mais tu sais, on en parlait tout à l'heure, on parlait du secteur de Le Bourgneuf qui s'est développé beaucoup. Pourquoi que Le Bourgneuf s'est développé? C'est on a facilité la vie, pas des employeurs, on a facilité la vie des employés. Puis là, on a créé des milieux de vie. On a créé, écoute, il y a des immeubles, tantôt, vous étiez à votre 5 à 7, là, c'est un immeuble qui possède une garderie, qui possède un dépanneur, un nettoyeur, une agence de voyage, etc. Exactement. Fait que là, l'employé, il s'en va sur son lieu de travail, il peut manger, il peut avoir certains services, il peut faire garder son enfant. Il prépare ses vacances, fait garder ses enfants, fait le nettoyeur. Ça, c'est incroyable. Là. Ça n'a pas de prix là, pour un employé. L'accessibilité. Puis là, l'employeur, ben écoute, il dit, ben moi, je veux être là. Mes employés veulent tous être à cet endroit-là. Fait que ça, c'est des éléments qui sont très importants dans le bureau. Puis le bureau, ben c'est cette accessibilité-là, puis cette, disons, diversité de services qui attire, dans le fond, dans le bureau. Fait que je dirais que le bureau, il y a certaines catégories à Québec ou à Montréal. Le bureau, on catégorise ça là, dans du A, B, C et même du D comme catégorie d'immeubles. Le A, c'est une stabilité exceptionnelle, puis ça va toujours demeurer. Le B est une stabilité qui est quand même très, très, très bonne. Le C et D, c'est actuellement, c'est des endroits où il y a beaucoup plus de difficultés. Là. Fait que ça, c'est un marché qui est un petit peu plus, disons, volatile, puis ça dépend t'es où, puis qu'est-ce que tu peux offrir. Ta localisation va vraiment être encore plus importante. Exact. Yang a une question pour nous. En tant que propriétaire, quel est le client idéal pour un local commercial? On commence par le commercial, puis il veut savoir aussi pour le retail. C'est quel type de tu sais, si tu as une bâtisse, là, puis tu dis, ben moi, je peux avoir un commerce là-dedans. Quel type de commerce tu veux? C'est sûr que les banques, on en a parlé déjà. Ouais, les banques, c'est... En dehors des banques, les services professionnels, peut-être? Service professionnel, c'est excellent. Cabinet d'avocat, cabinet de comptable, notaire, les banques vont aimer ça, notaire. Etc. Souvent, un élément qui est à penser, qui est très, très important, puis moi, j'ai eu plusieurs propriétaires qui étaient déçus de ça. Les gens y attiraient, exemple, des Subway, des sushis. Là. Tu sais, c'est encore... tout le monde mange encore des sushis, c'est encore la mode, il y en a beaucoup. Mais des sushis dans un bâtiment, ça crée beaucoup d'ennuis. OK? Les odeurs. Les odeurs. Les odeurs, le container. Le container, la gestion des... Le container, les abeilles, les bébites. Tout ce que tu veux autour de ça, mais principalement les odeurs. Pourquoi? C'est très simple. C'est que moi, j'ai un de mes clients qui a rentré un yuzu, OK, dans sa bâtisse.
Puis il était content de signer son bail avec le Yuzu. On a un beau bail, ça va bien payer. Ça va bien aller, il a rejoint le problème, il a signé un bail net, super cher, plus cher que tous mes autres locataires. Mais du jour au lendemain, il y a une clinique médicale qui est au-dessus, là. Puis ça a pris 2 jours que les gens à la clinique médicale, ils se plaignaient. Puis là, ben, avec le temps, tout ce qu'il y a eu, c'est des problèmes. Parce que. Fait que moi, le locataire idéal, tu le disais tantôt, je veux dire, les services professionnels. Un bureau, ça fait pas de bruit, ça salit pas, ça crée pas trop de vidange de matière. Les banques, ça c'est le rêve. Une banque, c'est le rêve. Après ça, quand on va dans quelque chose de plus gros, les épiceries, ça c'est hyper extraordinaire. Ils prennent beaucoup de pieds carrés, aux autres. Oui, puis ils payent bien. Les pharmacies. Pharmacie encore, ça c'est très super. bien coté. OK, fait que comme locataire. La Guenille, les magasins de vêtements. Guess. Les magasins de chaussures, tout ce genre de clients-là. Tout ce là, moi je suis un gars de la Rive-Sud, mais touche pas au 10-30, c'est du bon locataire. Ça autres, ils louent même pas à quelqu'un qui n'a pas un brand ou un nom connu. Là. Ça, c'est sûr. Exactement. OK, fait que, mais en même temps, quand tu peux t'acheter... moi, j'ai des clients qui ont acheté des petits strips commerciaux, qui ont loué, exemple, à Club Chaussures. Ils sont très contents d'avoir ce locataire-là, parce que c'est pas dérangeant, ça prend quand même du bon pied carré, ça paye bien, c'est pas stressant, etc. Là, fait que, super intéressant, oui. Bon. Je pense que je vais commencer à m'intéresser un petit peu plus au commercial. Je les regardais, mais je les regardais vite, de loin. Là, je me disais, y a-tu vraiment un marché? Y a-tu vraiment un profit à faire avec ça? Ce qui me faisait le plus peur au départ, avant de jaser de ça un petit peu plus profondément, honnêtement, ma crainte à moi, c'était le gros taux de vacances. Et de l'autre côté, la grosse mise de fonds qu'il fallait mettre. Là, tu viens me dire qu'à 30 c'est quand même pas pire. Je donne déjà 25. Moi, je ne suis pas un fervent SCHL, donc je vois souvent dans la... Demain matin, là, tu te ramasses avec, je sais pas, tu achètes un immeuble, puis je sais pas, mettons 20 000 pieds carrés dans ton immeuble, puis tu as 15 000 pieds déjà sous location avec des baux. Tu as un bureau de notaire au deuxième, tu as une pharmacie au rez-de-chaussée, peu importe. Tu vas être capable de peut-être aller chercher 85 de financement. Tu as un bureau de dentiste. Donc, la banque va aller encore plus haut. Là, qualité des locataires. Qualité des locataires. Ça demeure rien que ça. C'est intéressant. J'avertis Éric tout de suite. Éric, c'est mon partenaire en immobilier. Il va falloir qu'on regarde les listings. On va élargir nos champs de recherche. Ça commence à être intéressant. Je trouve ça vraiment le fun. Est-ce que c'est plus de gestion? Je pense qu'on a donné un petit peu la réponse, là, mais c'était une question préétablie. Est-ce que c'est plus de gestion qu'un multilogement au niveau des locataires? Bien, ma réponse est simple, c'est pas du tout. Là. Au contraire, quand tu as du commercial, je veux dire, tu as beaucoup de travail à faire. Tu vas avoir un petit peu plus de vacances, mais tu as beaucoup moins de main-d'œuvre ou de gestion à faire au niveau de tes locataires. Fait qu'un dans l'autre, finalement, ton poste de gestion est beaucoup plus élevé au niveau du résidentiel. Moi, j'ai toujours dit ça, là, dans le commercial, de 80% du chiolage de tes locataires, c'est tout le temps la même chose, puis c'est le déneigement. Ouais. Mais tu n'auras jamais de chiolage pour une toilette, une lumière, etc. Tu vas avoir du chiolage pour des odeurs des autres locataires, du bruit excessif. Qui dérange. Mais c'est très, 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 très rare. Donc, si tu fais attention au type de locataire, de les uniformiser. Tout à fait. Magasin de souliers, magasin de vêtements, magasin de maillots, magasin de sacoches. Mais là, tu n'as pas de trouble. Si tu mets tous des restaurants, mais les odeurs se mélangent, il n'y a personne qui se... Ou un restaurant avec une clinique médicale au-dessus ou un bureau de professionnels au-dessus qui sont tout le temps en train de sentir les odeurs. C'est moins grave. À ce moment-là, c'est important. Ta mécanique de bâtiment est hyper importante parce que là, il faut que tu comprennes que faut que tu évacues tes odeurs, etc. Là. Mais en termes de gestion, tu n'as pas de gestion véritable. Là. Je veux dire, c'est une gestion qui est très, très... Dans les immeubles, ceux que moi je possède, là, les clients, quand ils appellent, c'est parce que le déneigeur, normalement, il passe à 6 heures, puis là, il est rendu 7h15, puis il n'est pas passé. Là. Ouais. Fait que, c'est souvent ce genre de plainte-là. Ça arrive aussi dans le résidentiel. C'est pareil. Mais, de toute façon, dans ce temps-là, les déneigeurs, ils répondent pas au téléphone. Ouais. Fait qu'ils ont beau m'appeler, je leur réponds, mais écoute, appelle le numéro que ça pancarte, il n'y a rien à faire. Les déneigeurs, dans ce moment-là, sont occupés. Hey, j'ai vraiment une bonne question. J'aurais jamais pensé à poser cette question-là, puis ça m'interpelle beaucoup. Karine de Pointe-Claire nous dit que dans le cadre d'un bail à long terme, comment est-ce qu'on fait pour calculer la hausse des loyers? Parce que dans le résidentiel, à chaque année, il y a la période de relocation ou de faire les hausses de loyer fin janvier, début février. On s'entend que nos locataires, est-ce que tu restes ou tu pars, les renouvellements?
comment ça fonctionne? Les bails sont plus longs parce que dans le résidentiel, c'est 1 an. Là, on fait 5 ans. Est-ce que c'est déjà prévu dans le temps, toutes les années, en augmentation X%? Souvent, ce qu'on va avoir dans les baux, ça dépend des locataires, ça dépend aussi du client. Il y a des clients qui aiment fixer leur loyer là, de façon très, très successive à long terme. Là, je vais vous donner un exemple. Je viens de finaliser un bail avec un client que je représentais. Notre propriétaire voulait avoir ce qu'on appelle l'IPC en termes d'augmentation annuelle. Okay? Puis on a décidé, nous autres... L'IPC qui est l'indice... de la consommation canadienne. C'est une statistique, dans le fond, le Canada, le gouvernement canadien, puis au Québec, qui sortent à chaque année. Selon au Canada, c'est entre 1,5 puis 2,2, je pense, dans les 20 dernières années. Fait que c'est toujours ça, dans le fond, l'indice. Moi, j'ai toujours suggéré... L'inflation. C'est l'inflation, c'est ça. Moi, j'ai toujours suggéré à mes clients de fixer ça avec des tarifs connus. Pour éviter tout simplement un problème on va s'estiner à chaque année de... C'est quoi le vrai IPC? C'est ça. Tel endroit sur Google nous dit ça, puis le gouvernement dit ça, puis... Exact. Donc, fait qu'on le prévoit. On le prévoit exactement. Moi, j'aime mieux et je préfère, avec tous les clients, dans le fond, le faire. Puis c'est d'autant plus important de le faire aujourd'hui dans un contexte aussi où on a des hausses de taux d'intérêt. Fait que... Ça, c'est une planification. Quand on signe notre bail avec le client, on essaie de valider, c'est quoi là, mes 5, mes 10 prochaines années. Donc, on pourrait planifier que si mon taux d'intérêt bancaire augmente, il y a une augmentation subséquente qui suit. C'est très rare que ça arrive, mais ça s'est déjà vu. Mais en même temps, comme propriétaire, il faut que tu te positionnes aussi en disant, regarde, là aujourd'hui, mes taux d'intérêt, mettons, mon banquier me prête à, 3,25 % pour mon immeuble. Est-ce que je vais être à 4 l'année prochaine? Est-ce que je vais être à 4,5 dans 2 ans, dans 3 ans? En négociation, je pourrais dire à mon locataire, écoute, je vais te faire un super bon deal aujourd'hui parce que je paye 3,25. Es-tu d'accord que si dans 5 ans, je paye 4,25, je t'augmente d'1%? Oui, tu pourrais le faire comme ça. C'est rare, mais je pense que souvent, les locataires sont prêts à accepter des augmentations qui sont normales. Fait que tu dis, ton locataire, je sais pas, moi, je t'augmente de 25 cents du pied carré à chaque année pendant la durée de ton bail. Il n'y a pas personne qui va s'estimer. Je veux dire, c'est souvent pas des montants importants. Puis, il ne faut pas oublier aussi, là, quand on parle dans le résidentiel, souvent, le coût de logement, le coût de vivre, dans le fond, c'est peut-être 25-30 % de ton revenu. Okay? Ouais. Quand on est dans des entreprises, des fois, c'est même pas 5 % des revenus de l'entreprise, le loyer. Là. Fait que quand on leur dit... Le commerçant, le locataire, lui, il dit, c'est pas tellement grave. Si c'est un écart de 5 000, 10 000 par année, là, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ça n'a pas le même impact que 50 $ par mois pour un locataire. Exact. OK, parfait. Écoutez, il me reste 2 questions, les mordus. Si vous avez des questions à poser à notre spécialiste de multilogement locatif du groupe Acero, groupe immobilier Acero, Benoît Raymond. Donc, pas commercial, excusez. Donc, c'est le temps de poser les questions. Je vais y aller avec mes 2 dernières questions de mon côté. Indice prix à la consommation, Evelyne Lorblais, qui est très gentille. Merci. IPC. On essayait de le sortir, il ne voulait pas sortir. Merci, Evelyne. Donc, indice IPC, indice des prix à la consommation. Donc, c'est l'inflation qui augmente. Où est-ce qu'on magasine ces opportunités-là? Parce que les mordus, eux, ils n'achètent pas n'importe quoi, ils achètent des bons deals. Où c'est qu'on va trouver des bons deals? Directement chez les courtiers? Il faut avoir des pocket listings? Est-ce que ça fonctionne de quelle façon? Bien, effectivement, bon, il y a évidemment les courtiers, disons, les plateformes Internet qu'on connaît, là, Centris, etc., qui, dans le fond, il y a des opportunités qui sont là. Mais, à mon avis, au-dessus de 50% des transactions commerciales qu'on ne voit pas du tout dans des listings, dans le fond. Donc, moi, je pourrais aller voir ces gens-là, cogner à la porte, trouver le propriétaire, aller voir au registre des entreprises, ces choses-là, puis réussir à avoir des bonnes opportunités grâce à ça. C'est super important, puis à mon avis, il y a de la prospection à faire qui est directe, dans le fond, avec des propriétaires. Puis il y a aussi, moi comme courtier, là, presque la moitié de mes mandats que j'ai de mes clients de vendre, dans le fond, des immeubles ne sont pas publics. Puis il y a toujours une raison très importante sous-jacente à ça. Les locataires vont avoir peur. Les locataires ne veulent pas que ça se sache, puis lui, il ne veut pas que ses locataires le sachent. Il y a aussi souvent des entreprises qui sont propriétaires, qui vendent leur immeuble,
ils veulent pas que leurs employés sachent qu'ils sont en train de vendre leur immeuble. Exactement. C'est parce que ça a souvent une connotation très, très, très négative. Là, parce que si tu as une entreprise, là, je suis dans une transaction actuellement, on vend un immeuble que c'est un lave-auto. On a mis, là, le client, ça fait 6 mois qu'on est en vente, on ne l'a pas vendu, il est public, mais on n'a pas mis de pancarte. Bien, la journée qu'on a mis une pancarte, tous ses employés étaient sûrs, bien, évidemment, ils les ont rencontrés avant. Mais là, tous les clients disaient « Hey, ça ferme », parce qu'ils vendaient l'immeuble. Puis malgré le fait que c'était écrit en très, très gros, seulement l'immeuble, là, tu sais. Fait que ça, c'est un élément important. Puis les courtiers qui font du commercial, ils ont souvent un paquet de mandats qui ne sont pas affichés. Fait que si quelqu'un un investisseur veut vraiment décider d'embarquer là-dedans, appelle tous les courtiers. Réseau de contacts. À faire, quelle mise de fonds, quel type d'immeuble tu veux. Exactement. Réseau de contacts, courtiers immobiliers, banquiers qui sont spécialisés là-dedans. Puis tranquillement, pas vite, à un moment donné, tu vas avoir des listings, tu vas avoir des choses qui vont arriver, puis tranquillement, tu vas pouvoir regarder des opportunités. Puis le meilleur endroit pour afficher nos locaux à louer, tu sais, facilement là, dans le résidentiel, Kijiji. Oui, puis c'est aussi bon dans le même type. Kijiji, c'est très fort. Kijiji, la pancarte dans la vitrine. La pancarte, ça fonctionne très bien. On l'a dit tantôt. Les journaux, est-ce que c'est encore bon? On le sait que dans le résidentiel, c'est de moins en moins intéressant. Non. C'est la même chose. C'est la même affaire. Donc, on ne mettra pas une coupe de pièces. Kijiji, les pancartes, la pancarte, c'est très fort. La pancarte, très fort. On le réalise jamais. Oui, la personne qui passe devant, c'est dans ses habitudes. Puis, tu sais, pas avoir peur. Là, des fois, moi, j'ai des clients qui ils ont leur local à louer, puis là, soit que c'est moi qui ai le mandat ou peu importe, ou je vais les rencontrer avec un de mes clients, puis là, ils ont une pancarte qui est grosse de même dans le coin de la fenêtre. Là, quand tu fais du commercial, là, tu vends quelque chose. Là. Fait que là, tu as quelque chose à louer, bien, annonce-toi de façon très intense. Mets une grosse pancarte sur le bord de la rue, puis à la limite, loue un gros truck, puis colle ça sur le côté. Aie pas peur, puis tu vas voir que tu vas avoir pas mal plus de visibilité. Je vais faire mes petites annonces. Donc, le 30 juin, l'Impact de Montréal nous reçoivent dans la terrasse couverte. C'est une nouvelle terrasse, ils viennent de la couvrir. On arrive là 2 heures avant le match. Réseautage entre mordus. On a l'espace pour 80 personnes, service de bar, service de casse-croûte. Puis on a une photo de groupe sur le terrain après. Page des mordus, lien Eventbrite. Allez chercher vos billets. Patrice Ménard va être là avec toute son équipe pour venir discuter avec vous. On a après ça 3 événements particuliers sur la terrasse directement au bureau des mordus pendant les lives. Donc les prochains lives vont se faire le 13, le 27 et le 4. On a JF Tremblay, on a Guy Bergeron et Ray Junior Courtemanche qui vont venir participer avec vous. Donc, allez chercher vos billets aussi. On a juste 40 billets pour chacun des événements. Possibilité de faire un trio. Benoît, écoute, ça a vraiment été... Tu m'as inspiré. Mon rôle à moi, c'est d'inspirer les mordus. Bien là, tu m'as inspiré à acheter mon œil un petit peu plus solide dans le multilocatif. J'espère qu'on va avoir la chance de reparticiper. Viens nous voir dans les 5 à 7 des mordus. Les mordus, ben, je vous ai fait mes annonces. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine avec JF Tremblay. Donc, ceux qui voudraient venir directement au bureau sur la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Hubert, coin La 30 et Boulevard Cousineau, juste au-dessus des chocolats favoris. On a les billets en vente pour participer à l'événement à l'extérieur. Beau temps, mauvais temps, on a un chapiteau. On fait monter le chapiteau. Cassez-vous pas la tête, c'est sûr qu'il va faire qu'on va être au sec. Donc, beau temps, mauvais temps, on va être là. JF Tremblay va être là. Le 30, on n'oublie pas l'Impact. Merci à Benoît. Et dernière question, avant de finir, groupe immobilier Acero. Que veut dire Acero? Acero, dans le fond, ça vient de la sériculture. C'est un érable, dans le fond. Ouais. Puis Acero, c'est un érable en latin. Fait que, moi, j'ai bâti mon entreprise, dans le fond, puis je me suis dit... Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ça fait longtemps, là, c'est un autre adage dans le fond d'un entrepreneur, mais tu sais, un arbre, plus tu tires dessus, il ne poussera pas plus vite, là, mais plus il grossit avec les années, l'expérience devient encore plus solide. C'est bien solide. Fait que c'était pour ça. Donc le groupe immobilier Acero est solide. Exact. Merci les mordus d'avoir été là en grand nombre comme d'habitude. Merci à Benoît et son groupe. On se revoit la semaine prochaine.